En matière d'économie, faites confiance aux experts. Les décodeurs de l'écho avec KPMG, cabinet d'audit et de conseil. Bonsoir, faut-il s'en inquiéter vraiment? En tout cas, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France qui tire le signal d'alarme. Il faudra évidemment nuancer, mais en raison de la morosité, du chômage, le mouvement d'expatriation semble s'accélérer de 3% à 4% désormais chaque année, spécialement chez les jeunes diplômés, spécialement chez les jeunes cadres. Alors la France perd-elle ses forces vives? Voici les décodeurs de l'écho. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et j'attends évidemment vos témoignages comme tous les soirs, que vous soyez revenu en France, que vous ayez des velléités de partir, que vous soyez même à l'étranger. Vous savez, compte Twitter, ça va au-delà évidemment des frontières. Le mail également, les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Je vous donnerai la parole. On vous donnera la parole évidemment tout au long de la soirée jusqu'à 20h30. 3 grands rendez-vous, 3 grandes questions comme tous les soirs dans les décodeurs de l'écho. Est-ce qu'on doit dramatiser vraiment quand même? Oui, parce que la jeunesse française, elle est toujours du mobile, bien entendu. Est-ce que tout ça, finalement, n'est pas tout simplement normal? D'ailleurs, est-ce que c'est un phénomène purement français, ce mouvement d'expatriation qui s'accélère? Autre point, autre rendez-vous, les raisons de partir. Oui, qu'est-ce qui ne plaît pas en France? Qu'est-ce qui repousse? Qu'est-ce qui inquiète? Qui sont les candidats au départ? Et une fois qu'on est parti, est-ce qu'on est pressé de revenir? Troisième grand rendez-vous, oui, vous verrez que la France, quand même, elle conserve des atouts, bien entendu. Elle attire, il y a toujours des bonnes raisons de s'y trouver. Qu'est-ce qui fait croire encore en la France? Nos décodeurs de l'écho, avec nous, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, Pierre-Antoine Gailly. Pierre Tapie, avec nous, président d'honneur de la conférence des grandes écoles, ancien président de l'ESSEC. Benaouda Abdedaïm, éditorialiste économique à BFM Business. Emmanuel Le Chip, bien entendu, comme tous les soirs. Jean-Pierre Pont aussi, décodeur de l'écho, auteur du Tour de monde de l'emploi. Tout à l'heure, nous serons avec une chef d'entreprise qui est installée à Panama City, qui a décidé de s'expatrier. Et puis on sera avec Rafik Smati, le patron du groupe Aventers. Voilà le programme, donc voilà nos décodeurs de l'écho. Alors, partir, revenir, rester, oui, c'est la question nécessairement que se posent de très nombreux étudiants d'écoles de commerce, de grandes universités. Allez, coup d'œil cet après-midi à Dauphine avec Jean-Baptiste Huet. La jeunesse française quitte-t-elle le navire? Régulièrement, les études, les baromètres semblent accréditer cette idée que nous perdons nos forces vives. Alors on observe une accélération des expatriations. En 20 ans, leur nombre a pratiquement doublé. Souvent, ce sont nos jeunes diplômés qui sont tentés par cette aventure. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle pour Laurent Batch, le président de l'université Paris-Dauphine. Et c'est surtout devenu aujourd'hui une nécessité professionnelle. Partir à l'étranger pour enrichir sa trajectoire et sa compétence professionnelle, sa connaissance du monde et des vastes marchés internationaux. Mais c'est partir aussi dans les grands groupes français qui sont des groupes internationaux, multinationaux. Les cadres à très haut potentiel dans les grands groupes ont tous une grande expérience internationale, ou s'ils ne l'ont pas, leur promotion dans le groupe est bridée. Partir, pourquoi pas, mais encore faut-il partir pour les bonnes raisons. Laurent Batch. Si les Français, les jeunes Français partent parce que c'est plus facile d'avoir du travail, les conditions de travail sont meilleures, les salaires également, l'intérêt du boulot est plus grand. Alors en effet, si ce choix-là est un choix par défaut, oui, c'est inquiétant. Mais c'est pas inquiétant pour la jeunesse, c'est inquiétant pour le pays et ce qui se passe chez nous. Finalement, pour beaucoup d'observateurs, la France est entre deux eaux. Beaucoup de jeunes diplômés s'expatrient pour embellir leur carrière et d'autres le font parce que le travail manque, parce que le CDD devient la norme, parce que parfois l'esprit d'entreprise et la culture de l'échec ne sont pas réunis. Mais attention à ne pas non plus noircir le tableau. Les expatriations sont beaucoup moins nombreuses en France que chez nos voisins européens, par exemple. Enfin, notre pays reste aussi particulièrement attractif. Il sait attirer les talents. Nous sommes le 3e pays du monde qui attire le plus d'étudiants étrangers. Oui, finalement, il a raison, Jean-Baptiste Huet. On va commencer par le bon côté des choses. On reviendra évidemment avec les chiffres, Pierre-Antoine Gailly, de votre étude, de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Mais cette notion d'expatriation, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Finalement, c'est une bonne nouvelle, c'est un signe positif de voir à l'étranger, finalement, nos jeunes diplômés être courtisés. Ça montre qu'ils ont été bien formés quelque part en France, non?
Il faut leur parler et entendre leurs raisons. Leur raison, c'est d'abord trouver un job à la sortie de leurs études. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus compliqué en France que dans certains pays étrangers. On a longtemps moqué les traders ou les banquiers d'affaires. Ce n'est pas d'eux dont il est question. Il n'est pas question non plus de gens qui payent l'ISF ou qui partiraient pour des raisons fiscales. Disons-le une bonne fois pour toutes, puisque certains parfois l'insinuent. Le deuxième sujet... J'ai raison, ce soir, on ne parle pas d'expatriés fiscaux. Hein. Voilà. On parle de jeunes cas, de jeunes diplômés. On parle de jeunes de 25 ans qui ont juste envie de démarrer dans la vie, à tous les sens du terme. Démarrer dans la vie, c'est trouver un job, mais on en parlera peut-être, c'est aussi trouver un logement dans des conditions faciles, c'est aussi vivre des procédures administratives les plus simples possibles, qu'il s'agisse, disons, de sécurité sociale ou de payer ses impôts. En France, ça n'est pas toujours évident. Et donc, ce doublement, finalement, de l'attractivité de l'étranger, on est passé de 13% l'année dernière à 27% cette année, est un signal. Pour moi, c'est un bon signal, à condition d'en analyser les causes, à condition de faire en sorte que ceux qui, dans le même temps, nous disent que sans doute, à 40%, ils ne reviendront jamais en France, ça m'inquiète. Ceux qui, 25% d'entre eux, disent je vais créer ma boîte à l'étranger, plutôt que de le faire en France, ça c'est ambigu. Alors c'est ambigu. En même temps, Jean-Pierre Pont, c'est normal, les générations actuelles, elles ont été formées, éduquées pour être mobiles. On est dans le cadre de la mondialisation, pour être mobile dans les pays anglo-saxons finalement. Je le disais, on est dans le signe de la normalité, non? Mais moi, déjà, je séparerais la mobilité internationale, les Français et l'étranger. Oui. Parce qu'on parle toujours d'expatriés, Oui. mais pour moi, il y a 10% des 2,5 millions de Français dans le monde qui sont expatriés, simplement, qui sont 250 000. Déjà, l'Europe, 50% de nos compatriotes, c'est 1,2 million à peu près compatriotes. L'Europe, c'est la province, en fait. Nous sommes européens. En dehors d'Europe, donc il y a encore 1,2 million à peu près français. Il ne faut pas oublier que 50% de ces gens-là, 40 à 50%, sont des binationaux qui ne sont jamais venus en France, qui sont des franco-malgaches, des franco-asiatiques, qui sont souvent dans des conditions de vie très très difficiles, en dessous du seuil de pauvreté. Ce ne sont pas des expatriés, ces Oui, gens-là. de quoi on parle ce soir? On parle de ceux qui ont décidé, une minorité, Oui. qui ont décidé, une minorité qui a l'air apparemment de prendre du poids, qui ont décidé de partir de France spontanément. Ils ne sont pas envoyés dans le cadre d'une mission de leur boîte, pas pour si nombreux que diriger ça. la filiale de Kuala Lumpur, de Hanoï ou de je On ne va sais prendre quoi. deux chiffres simplement. Pourquoi en 2011 il y a eu 6% d'augmentation? C'est surtout à cause des élections présidentielles. Il y a eu un taux d'inscription dans les consulats parce que les gens voulaient avoir leur carte électorale. Regardez le chiffre de 2012, c'est 1,1% d'augmentation d'immatriculés. Donc les chiffres qui circulent aujourd'hui ne sont pas tous très très fiables. Alors, Ce qui ne veut pas dire vous êtes en train un petit peu d'édulcorer la tendance. Je relativise. Pierre-Antoine Gailly. Je relativise. Vous relativez. Bon, alors vous relativisez, mais quand je dis tout ça, finalement, c'est assez normal. On a des étudiants qui sont formés dans des grandes écoles et on donnera Des la bonnes parole écoles à de la Pierre Taffy, CCIP. notamment l'ancien patron de l'ESSEC. Bon, il est normal qu'à un moment, ils aient envie de partir, notamment évoluer dans le monde anglo-saxon. C'est une nécessité, mais là on part souvent, d'ailleurs même pour de l'immigration, au Canada, en Australie ou aux États-Unis. C'est un vrai départ. Oui, Pierre Tapie, la jeunesse française, elle est mobile, elle est entreprenante. Je crois qu'il faut se réjouir de ce que la jeunesse française soit plus entreprenante et plus mobile aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Il est clair qu'il y a 20 ans, les gens qui sortaient des meilleures écoles françaises imaginaient partir peut-être un jour en expatriation au service d'une boîte, mais ne commençaient pas par cette posture-là. Aujourd'hui, avec la présence massive, même obligatoire souvent, d'expériences à l'étranger au cours même des études, les jeunes ont pris goût à cette découverte et les jeunes se disent aussi partir à l'étranger, y compris très loin, entre 23 et 27, 28 ans, avant d'avoir fondé une famille, à un moment où on est plus léger, etc. C'est une expérience qui se fait dans des conditions faciles, et donc c'est une expérience qui est désirable. Et je vois bien, j'ai dirigé l'ESSEC, mais j'ai regardé un petit peu l'ensemble des écoles de ce type-là, je vois bien l'appétit que suscite cette curiosité pour nos jeunes. Je crois que la grande question, c'est de voir ensuite, à partir de l'expérience que ces jeunes vont vivre dans ces pays, et Pierre-Antoine Gailly le disait très bien, dans quelle mesure, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils auront la conviction que leur avenir se situe pour une seconde partie en France, où ils auront la conviction de ce qu'ils sont tellement bien dans cet univers-là qu'ils regardent la France d'un peu loin pour longtemps. Est-ce que vous dites, c'est exactement ce que disait Isabelle Gallens, Jean-Christophe Chibéras, le président de l'Association nationale des DRH, qui disait pas de panique, tout ça finalement, c'est une bonne nouvelle parce que lorsque ces jeunes reviennent, ils sont encore mieux formés. Voici Monsieur Chibéras. Voir des jeunes qui partent et découvrir ce qui se passe ailleurs, relativiser leur point de vue, voir d'autres choses, d'autres expériences. La question, c'est est-ce qu'ils partent définitivement ou est-ce qu'ils reviendront? Parce que ce qui est intéressant, c'est le retour. Quand ils reviennent forts de leurs expériences, de leurs découvertes, de leurs idées, de leurs rencontres, ça va être des
collaborateurs, pour nous les entreprises qui sont beaucoup plus adaptées, armées au fond pour travailler dans des entreprises, dans un monde qui s'est mondialisé, qui s'est globalisé comme on dit, où parler avec des étrangers c'est tous les jours, des clients étrangers c'est tous les jours, des fournisseurs étrangers c'est tous les jours. C'est important de pouvoir bien parler l'anglais, le fait d'aller à l'étranger en général c'est aussi pour l'anglais, on n'est pas très bon en France pour les langues et pour l'anglais en particulier, donc on se dit, on les perd aujourd'hui, mais on les retrouvera un peu plus tard et on les retrouvera meilleurs que sans doute si on les avait embauchés tout de suite à la sortie de l'école. Ils se seront bonifiés entre-temps. Et ils se sont bonifiés, dit Jean-Christophe Chibéras, donc le président de l'Association nationale des DRH, Emmanuel Le Chypre. Bah, à la limite, j'ai envie de dire, même s'ils reviennent pas, c'est encore mieux. Ce sera encore mieux pour l'économie française, puisque vous en faites des espèces d'ambassadeurs de la marque France qui seront peut-être encore plus tournés vers la France que s'ils reviennent travailler pour des entreprises françaises. Mais c'est vrai que c'est plus que l'enquête, c'est la façon dont elle est tout de suite commentée de façon anxiogène qui est intéressante. C'est pour ça, Emmanuel, c'est pour ça que si on a voulu démarrer par le bon côté du jour, on viendra sur les mauvais côtés. C'est pour ça que c'est intéressant, pas les édulcorer, ce genre le jugement qui est porté sur ce genre d'enquête est très révélateur de notre rapport à la mondialisation. C'est ça qui est fascinant, parce que quand vous regardez effectivement, quand vous différenciez tous les cas pour lesquels les Français partent à l'étranger, alors on a commencé à le dire, mais franchement c'est peut-être le cas de loin le moins préoccupant. Quand vous avez des chercheurs par exemple qui commencent à partir et à s'installer ailleurs, bon là on peut se dire allez c'est plus embêtant, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas un pays qui attire, à part les États-Unis, qui attire autant d'étrangers que la France. Donc après on retombe sur le débat fabriqué entre guillemets, c'est-à-dire éduqué en France ou des Français. À la limite on s'en fout finalement qu'en France on ait des gens éduqués qui travaillent pour les entreprises françaises, qu'ils soient français ou pas, s'ils ont été formés chez nous, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est ça. Et effectivement je rejoins sur l'Europe. Erasmus, c'est déjà 20 000 étudiants à peu près. Donc on ne peut pas à la fois vouloir l'Europe et se dire que tout de suite, dès qu'un jeune part dans un autre pays, ça y est, c'est comme si c'était un appauvrissement, vous voyez, comme si on perdait en capital quelque part, ce qui n'est encore une fois absolument pas le cas. Oui, Ben Aouda Abdelhaim. Ce qui est frappant, c'est le niveau de qualification de ceux qui partent, et notamment Emmanuel Le Chypre l'évoquait, les chercheurs. Vous avez parmi, c'est l'enquête des maisons, la maison des Français de l'étranger qui dépend du Quai d'Orsay, qui montre que 12% ont un niveau doctorat. Pourquoi 12% ont un niveau de doctorat et qu'ils partent? Parce que c'est l'OCDE qui l'a établi. Le taux de chômage des docteurs en France est près de 3 fois supérieur à la moyenne de l'OCDE. Donc vous ne pouvez pas leur dire et on ne vous ouvre pas les portes de l'entreprise et soyez s'il vous plaît très gentils, restez ici en attendant que dans 3 ans ou 4 ans vous ayez un contrat. Mais là où c'est plus embêtant, c'est qu'effectivement si ces gens vont après, parce qu'ils ne peuvent pas trouver de débouchés en France, inventer des produits innovés et développer des brevets qui seront exploités peut-être par des firmes américaines, là oui c'est embêtant. Si c'est pour fabriquer des tombereaux de directeurs commerciaux ou directeurs financiers, ils peuvent bien aller travailler dans le monde entier, c'est plutôt pas mal. Oui, Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, 800 000 entreprises en région parisienne. Vous entendiez Jean-Christophe Chibéras au nom des DRH qui se félicitait, qui disait c'est une bonne nouvelle. Quand ils reviendront, ils seront encore mieux formés. Mais à condition qu'ils reviennent, c'est un petit peu votre crainte toujours. À condition qu'ils reviennent, et puis parlons de la taille des entreprises concernées. Pour un grand groupe, gérer des mobilités mondiales, gérer des carrières de par le monde en démarrant dès 25 ans, c'est très bien. Et la NDRH, probablement, participe de ce genre de programme qu'il faut encourager, sans ambiguïté. Pour des PME qui ont du mal à récupérer des jeunes un peu qualifiés, c'est peut-être un peu différent. Moi, le point, et ça vient d'être évoqué, ce sont surtout des jeunes qualifiés qui partent les premiers. Et donc, au bout de toute l'histoire, il y a quand même, par rapport à l'investissement que le pays fait en matière d'éducation secondaire et supérieure, il y a quelque part une déperdition, si je raisonnais en économiste, et je serais très imprudent de le faire devant Monsieur Le Chypre. Mais quand même, un peu. Bon, et sur le fond des choses, s'ils reviennent, très bien. Deuxième question. Les créateurs d'entreprises, on aimerait tant en avoir en France pour que des PME deviennent ETI, etc. Quand 25% de ces mêmes jeunes disent « moi finalement c'est beaucoup plus simple d'aller la créer à l'étranger », et pas uniquement dans le high-tech, et pas uniquement dans le bio, dans les trucs très pointus, quelquefois dans des métiers très classiques. On a plein d'histoires à travers les chambres françaises à l'étranger, de jeunes qui débarquent à 25 ans, sac au dos, quelques billets de 1 000 € dans la poche ou de 1 000 $, et qui démarrent l'aventure, et ceux-là, ils ne reviennent pas. Et on en connaît quelques-uns qui ont fait, depuis Singapour ou ailleurs, j'en ai un bien en tête, un petit groupe, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, rien que cela, présent dans une quarantaine de pays.
nationalité de la boutique, singapourienne et britannique. C'est quand même un tout petit peu dommage pour l'économie du pays, même si je suis un mondialiste convaincu, voyageant de par le monde et ayant 3 de mes 4 enfants à l'étranger. Emmanuel, le chien prend. Non mais c'est vrai, effectivement, là on parle sur le cas de la recherche, c'est vrai que quand on regarde les chiffres globaux, il y a beaucoup moins de Français qui partent à l'étranger que de Britanniques. Hein. Par exemple, c'est spectaculaire. Hein. Les Britanniques, c'est 17% de diplômés de l'enseignement supérieur qui s'expatrient. En France, on est à 4%, grosso modo. Donc, l'ONU estime qu'il y a un peu moins de 5 millions de Britanniques qui sont expatriés. Et 3/4 des Britanniques ne reviennent pas au pays. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. Mais c'est vrai qu'on a cette difficulté que derrière les grandes masses, on a le problème hautement qualitatif d'en haut. Et c'est vrai que, et là, on a un vrai problème avec l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que c'est dommage d'avoir financé pendant 25 ans les études de ces gens-là et de ne pas être capable de mettre les quelques milliers d'euros, j'ai envie de dire, voire quelques dizaines de milliers d'euros qui les inciteraient à rester. Et c'est ça qui est dommage. Je vous donne juste un chiffre sur le cas des économistes qu'on connaît bien. 0,7% d'entre eux seulement publient dans des facultés américaines, mais ces 0,7% qui publient représentent 40% de l'ensemble des publications des économistes français. Donc vous voyez, ils sont peu à partir, mais ceux qui partent, c'est une véritable élite. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans un instant avec notamment Pierre Tapie, Jean-Pierre Pont, voilà, qui reviendront évidemment sur cette question. La France perd-elle ses forces vives? Rendez-vous avec nos décodeurs de l'écho dans un instant sur BFM Business. Et je vais regarder tout de suite si j'ai quelques messages, avis, commentaires de vous-même, téléspectateurs. À tout de suite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Demain sur BFM Business, l'émission qui vous donne le meilleur de la région capitale. De 13h à 15h, Karine Vergnol vous guide au cœur de la vie économique, culturelle et commerçante de la ville linéaire. À la mi-journée, dans Paris est à vous, les tendances, les bons plans, les rendez-vous et toute l'influence Made in Paris. Paris est à vous avec Karine Vergnol, demain 13h, 15h sur BFM Business. Le journal de l'économie avec Jaguar Land Rover Business. Jaguar Land Rover Business, solution automobile pour cadres dirigeants. Il est 19h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, Angela Merkel qui dénonce, je cite, une annexion de la Crimée par la Russie. Réaction à la décision du Parlement régional aujourd'hui de déclarer l'indépendance de la Crimée vis-à-vis du reste de l'Ukraine. Déclaration absolument légale s'est empressé de déclarer Moscou. Des milices pro-russes par ailleurs ont pris le contrôle aujourd'hui du principal aéroport de Crimée. Londres, de son côté, fait savoir qu'il y aura des sanctions dures, je cite, si Moscou ne change pas de cap. Laurent Fabius, lui, a menacé la Russie de sanctions dès cette semaine si elle ne répond pas à la proposition du secrétaire d'État américain John Kerry. Parmi ces sanctions, le gel d'avoirs personnels russes ou ukrainiens ou encore des sanctions sur les visas. Signe encourageant, en tout cas, John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov se sont parlé quelques instants aujourd'hui au téléphone. En France, c'est l'un des grands sujets du moment. Comment seront répartis les 10 milliards d'euros de baisse de charges supplémentaires annoncés par François Hollande en janvier dernier? Allègement de charges bien sûr toujours à l'intention des entreprises. A priori, elles seraient réparties de manière à peu près égale entre les bas salaires et les salaires plus élevés. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui dans l'entourage de François Hollande, histoire de soutenir à la fois l'emploi et la compétitivité. Le débat en tout cas est toujours très vif, on sait, au sein même du patronat. En France toujours, les agendas de Nicolas Sarkozy resteront entre les mains de la justice qui les avait saisis dans le cadre de l'affaire Bettencourt. La Cour de cassation a effectivement décidé de ne pas statuer sur la légalité de cette saisie. Ces agendas pourront être utilisés dans d'autres affaires où Nicolas Sarkozy est impliqué, expliquait son avocat, notamment l'affaire Tapie Crédit Lyonnais ou encore l'enquête sur un financement éventuel de sa campagne en 2007 par la Libye. Concernant la mise sur écoute de Nicolas Sarkozy et de son avocat, Christiane Taubira était-elle au courant? Le Canard enchaîné à paraître demain affirme clairement que la garde des Sceaux était informée, qu'elle l'a d'ailleurs été régulièrement au cours de l'enquête, comprenant une synthèse des écoutes téléphoniques, ce qu'elle a nié jusqu'à présent. Le Canard enchaîné affirme que Manuel Valls, lui aussi, était tenu au courant. La catastrophe de Fukushima, c'était donc il y a 3 ans. Beaucoup de commémorations aujourd'hui à travers tout le Japon. La seule journée du 11 mars 2011 avait fait plus de 18 000 morts. 3 ans après, la reconstruction piétine. On estime que des centaines de milliers de personnes n'ont toujours pas pu regagner leur logement. Et puis, sur le site nucléaire de Fukushima, le gros problème, on le sait, reste celui des fuites d'eau contaminées que le groupe TEPCO
tente de contenir, mais avec beaucoup de difficultés. Et puis un mot de l'actualité des entreprises avec la bataille qui continue, bien sûr, pour le contrôle de SFR et la contre-attaque aujourd'hui de Numéricable. Le groupe a fait savoir que son offre était toujours disponible à Vivendi, mais seulement pour 3 jours. Numéricable qui tente donc de mettre la pression sur Vivendi, alors que les marchés semblent, eux, convaincus que Bouygues, désormais, est le mieux placé pour l'emporter. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business. Il est 19h32. Vous retrouvez Fabrice Lundi, les décodeurs de l'écho. BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Oui, c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France, très inquiète donc après ces chiffres, de plus en plus d'expatriés, la tendance qui s'accroît de 3 à 4%, spécialement donc des jeunes diplômés, des jeunes cadres, peut-être compte tenu de la morosité, du chômage, qui choisissent l'étranger. La question, est-ce que la France perd ses forces vives? Une réponse sur Twitter. Oui, apparemment il y a un gros problème sur Twitter ce soir, indépendant évidemment de ce qui se passe à BFM Business, mais là sur la planète entière. Avant qu'il y ait cette panne, c'est Roger qui nous disait oui, la France perd ses forces vives, surtout depuis la hausse des impôts et la lourdeur administrative. On reviendra avec vous, Pierre-Antoine Gailly, notamment sur les raisons qui poussent ces jeunes à quitter le territoire français. J'ai une autre remarque, je ne sais pas qui ça peut inspirer aussi, je trouve très intéressante, de Daniel Bondia qui nous dit les patrons français découvrent la mise en concurrence au sein du village mondial. Certains pays comme le Canada ont des politiques opportunistes. Ils attirent des cerveaux, des jeunes et ne se préoccupent pas de la, entre guillemets, couleur des gens. Les diplômés des minorités visibles vont tenter leur chance ailleurs. Mais est-ce politiquement correct de le dire ou pas à l'antenne? Tiens, Jean-Pierre Pont, vous qui éditez ce tour du monde de l'emploi, ces guides sur comment trouver un stage, un emploi à l'étranger. Il y a des opportunités à l'étranger qu'on ne trouve pas en France pour certains jeunes issus de minorités? Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des métiers où il y a une concurrence mondiale. Les métiers du médical, aujourd'hui les infirmières par exemple, les Espagnols vont prendre des infirmières des Philippines parce que nous les Français nous prenons des infirmières espagnoles. Les Suisses vont également nous prendre des infirmières parce qu'elles sont payées 50% plus cher, ou au Luxembourg également. Elles vont aller au Canada, au Québec particulièrement. Donc on prend cet exemple des infirmières, mais dans d'autres métiers comme les technologies de l'information, etc., il y a une pénurie mondiale. Donc, les Polonais, à un moment, ils ont été obligés d'aller en Ukraine chercher des plombiers. Les Polonais viennent chez nous, les informaticiens polonais viennent. Bon, donc le fait qu'il y ait une pénurie mondiale, les candidats, quelle que soit leur nationalité, du tiers-monde ou autre, vont dans le pays où ils sont le mieux accueillis. Mais le Canada, c'est pas l'Eldorado, parce qu'il faut quelquefois 2 ans pour obtenir un visa. Sauf si vous êtes dans un métier prioritaire où il y a une pénurie. Donc dans ce cas-là, c'est l'avocat de l'entreprise qui va obtenir le visa en 3 mois. Quels sont les... Alors, en dehors de l'Europe, vous nous le disiez tout à l'heure, et puis finalement l'Europe, quand on y pense, bon, tout ça, c'est normal, c'est autour de la France, c'est le même ensemble, et tout ça est très conforme finalement à cet esprit européen de libre circulation. Mais quels sont les pays qui attirent le plus actuellement les jeunes diplômés, les jeunes cadres? Alors, pour moi, il y a des faux Eldorado qui sont les États-Unis et l'Australie. Ah oui. Le monde entier veut y aller, mais il n'y a pas assez de visas, il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc il faut être peut-être à proximité. Les Asiatiques ont plus de chances que nous. Les États-Unis, même chose. Si vous n'avez pas un métier en demande, vous n'avez pas de visa. Il y a beaucoup de Français qui n'ont pas de visa, qui vivent dans l'illégalité. D'ailleurs, je leur conseille de s'inscrire au consulat, parce que s'ils sont pris par l'immigration, au moins ils seront protégés. En parallèle, au Canada, on en parle beaucoup, mais ils délivrent 250 000 visas par an. Mais là aussi, il y a plus de Chinois que d'Européens. D'où l'Europe, pour nous. Vous savez qu'en Europe, on a un service emploi centralisé qui s'appelle EURES. Vous allez sur EURES, vous trouvez en permanence 2 millions d'offres d'emploi tous les jours. Et c'est la mobilité européenne. Bon, à nous d'en profiter. Oui, Pierre Tapie, vous qui représentez, président d'honneur de la conférence des grandes écoles, ancien président de l'ESSEC, il y a un effet de mobilité des jeunes diplômés, des jeunes entrepreneurs qui va croissance, qu'a mis en avant donc Pierre-Antoine Gailly. Ça, vous le sentez? On le sent dans les grandes écoles, cette demande? Alors, deux choses. D'une part, on sent cette demande, effectivement, et d'autre part, comme vous le disiez tout à l'heure, la question de qui part et la question de la catégorisation de ces différents départs doit vraiment être regardée. Qui sont les candidats au départ? Voilà, si vous regardez, par exemple, une première population qui sont les gens de haut niveau scientifique formés au niveau doctoral. Bon, il se trouve qu'en France, l'emploi scientifique est plutôt mauvais. On a une capacité à accueillir les scientifiques aujourd'hui à l'intérieur de la recherche publique qui a baissé dans
les 3 ou 4 dernières années. Et donc, le nombre de candidats, de gens extrêmement formés qui ont envie de partir un moment à l'étranger est élevé. Évidemment, les meilleurs, ce sont ceux à qui on fera sur place des propositions après 2 ou 3 ans de postdoc. Alors, autant il est normal de partir quelques années, parce que ça enrichit sa carrière scientifique, autant la question de je reste ou je rentre est une question très importante pour eux, parce qu'il se trouve que les universités étrangères proposent en général des conditions d'accueil infiniment supérieures à ceux que l'on peut trouver dans les écoles ou les universités françaises. Ça, c'est pour cette catégorie très hautement formée. Pour la catégorie qui va plus sortir au niveau master des meilleures universités ou des écoles françaises, je crois que la grande question pour ceux qui ont envie d'entreprendre, c'est de savoir s'ils ont envie d'entreprendre en tant que Français pour aller faire quelque chose d'original dans un pays neuf. Par exemple, un Français qui va au Brésil ouvrir une chaîne de boulangerie ou en Inde ouvrir quelque chose qui est un service lié à la France. Effectivement, on voit un nombre de Français croissant qui se positionnent en tant qu'entrepreneurs internationaux pour offrir un service particulier marqué par leur couleur d'origine française. Ça, c'est une chose, et finalement, s'il y en a un nombre croissant, on peut s'en réjouir. En revanche, là où, comme le disait Pierre-Antoine Gailly, ça pose des questions, c'est quand des gens qui veulent créer un service à haute valeur ajoutée intellectuelle découvrent que finalement d'autres environnements leur donnent soit une facilité administrative, soit des facilités fiscales qui ont absolument rien à voir, et ce sont des gens qui se posent clairement dès le début des questions de taxation sur les plus-values, des questions d'impôt sur la fortune, qui sont les choses qui font que les gens ne reviennent pas après. Oui, alors pourquoi partir, hein? Ça, c'est une question importante. Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, hein. C'est Léonidas Kalogeropoulos, vice-président du mouvement éthique, ce matin, chez Stéphane Soumier sur BFM Business, qui pointait le manque de concurrence, d'opportunités pour les jeunes, pour les petites entreprises. L'économie française, pourquoi n'attire-t-elle pas, donc, pourquoi ne permet-elle pas à ces jeunes de rester donc chez nous en France? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? On vient de beaucoup parler de tous ceux qui partent. Bon, et tout en disant que, par exemple, il y avait moins de Français qui partaient que d'Anglais qui partaient. On oublie de dire qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qui viennent démarrer leur carrière en Angleterre qu'il n'y a d'étrangers qui viennent démarrer leur carrière en France. Et donc, il s'agit bien de réponse à la question inverse. C'est qu'est-ce qui fait que notre pays attire moins? Il offre moins de jobs. À une époque, on a même imaginé des circulaires qui interdisaient à des brillants étudiants étrangers de venir travailler en France. Ceci est à peu près aboli, encore qu'il en reste quelques traces, ici ou là, dans la pratique au quotidien. Et nous connaissons cela, car nous accueillons beaucoup d'étrangers dans nos écoles. Guéant, donc, quand il était mis à l'intérieur, sous Sarkozy. Exactement. Près de 5000 étudiants étrangers dans les écoles de la Chambre, sur 30 000. C'est assez considérable. Combien expriment la volonté forte de commencer leur carrière en France? Pas trop. Bon, les questions, on revient pareil, on revient toujours au même... simplicité de vie. Cherchez un studio dans Paris ou la région parisienne, sans caution parentale. Si vous êtes étranger, si vous n'avez pas un contrat de travail préétabli, bon courage. Faites la même chose à Düsseldorf, à Londres, ou dans la campagne londonienne, indépendamment du problème de prix qui sera corrélé avec le niveau du salaire, la procédure sur le plan de la simplicité est infiniment différente. Benaouda Abdelhem, est-ce que tout est plus simple ailleurs, sérieusement? Non, mais en tout état de cause, il y a une offre qu'il n'y a plus en France. Vous prenez en Allemagne la VDI, qui est l'association des ingénieurs, qui disait il y a moins d'un an qu'il y avait 70 000 postes d'ingénieurs à pourvoir, sachant qu'il faut plus de 3 mois pour remplir un poste d'ingénieur, pour pourvoir un poste d'ingénieur en Allemagne. C'est tout simple. Et lorsque vous voyez que 41% des docteurs en France, des doctorants, des thésards en France sont étrangers, vous imaginez bien que si le taux de chômage des docteurs est près de 3 fois supérieur à la moyenne de l'OCDE, pour eux, ça ne sera pas 3 fois, mais 5 ou 6 fois. Donc, c'est finalement une accumulation de handicap. Alors, une accumulation de handicap, pour l'instant, le gouvernement français ne semble pas être très alarmé. Le gouvernement s'en défend. Alors, Madame Conway-Mouret, je rappelle, pour tous ceux qui ne la connaissent pas, Hélène Conway-Mouret, c'est la ministre, elle est membre du gouvernement, ministre des Français chargés de l'étranger. Elle disait il y a un an, dire que la mobilité professionnelle est une fuite, est une vision étriquée qui ne correspond pas à la réalité. Le gouvernement qui organise d'ailleurs dans 2 semaines, je crois que ce sera le 3 avril, une conférence sur le thème « Français à l'étranger, un atout pour la France ». On parle de quoi exactement, Pierre-Antoine Gailly? Vous parlez quoi? D'hémorragie, de fuite ou de mouvement normal? Sérieusement, est-ce qu'on ne dramatise pas un petit peu? Est-ce que, puisqu'on parle de morosité, est-ce que cette étude, finalement, ce type d'étude ne contribue pas justement à la morosité française?
On a une spécialité en France qui est de ne pas observer les signaux faibles. J'admets bien qu'au niveau où sont les chiffres aujourd'hui, ce n'est pas une tendance de type hémorragique, et je n'utiliserai jamais ce genre de terme. C'est Jean-Pierre Pont tout à l'heure. Mais sur le fond des choses, il y a des déterminants, des raisons profondes pour lesquelles ces jeunes partent, qui sont préoccupantes si on y prête attention. C'est cela que nous voulons dire. Donc pas de catastrophisme, mais un peu plus de vigilance, et n'attendons pas d'avoir les doigts un peu ébouillantés pour constater que l'eau est à 100 degrés. Oui, Emmanuel Le Chypre. De quelle manière cette expatriation des jeunes diplômés, elle pourrait être préjudiciable à notre économie si elle s'accélérait encore? Là, pour l'instant, il y a un petit mouvement. Hein, voilà, on est d'accord, il y a un mouvement. Et Pierre-Antoine Gaïne est venu tirer le signal là en disant qu'il ne faudrait pas que ça s'aggrave. Ensuite, c'est quoi le danger pour l'économie? Le danger, on l'a dit, c'est effectivement que des gens qui sont hautement créateurs de valeur, par exemple, aillent effectivement déposer des brevets à l'étranger. Sinon, pour le reste, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Mais malheureusement, c'est aussi le reflet, puisque maintenant, quasiment tout est placé en termes de concurrence globale. On voit bien que c'est aussi le reflet. Enfin, je veux dire, il y a 2 scandales aujourd'hui en France. C'est l'état des prisons et l'état des universités. Vous voyez, c'est-à-dire que quand vous comparez aujourd'hui ce qui se fait en matière d'université dans le monde, en matière de qualité d'infrastructure, même dans des pays qui paraissent aujourd'hui des pays, alors que vu de France, on considère comme encore des pays infréquentables. Je pense à un pays comme la Colombie, par exemple. Aller faire un tour à l'université de Bogota, c'est une merveille. C'est-à-dire que c'est un cadre, je veux dire, c'est très bien équipé, c'est beau, ça donne envie de travailler. Allez voir ce qui se fait dans les universités du Moyen-Orient, où vous avez une qualité de vie qui est quand même exceptionnelle. Je veux dire, quand vous êtes dans des universités où vous avez la même fenêtre qui n'ouvre pas parce que la poignée est cassée depuis 20 ans et qu'on en est encore au rétroprojecteur, parce qu'il faut reconnaître que le lot d'une partie des universités françaises, c'est encore ça. Alors, je parle pas des grandes écoles, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, quand même, au niveau de la masse qui est l'université, la France n'est pas en très bonne position. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y a des étudiants étrangers qui sont venus en France à des universités comme Nanterre où on n'a pas pu les loger avec les programmes Erasmus parce que les chambres étaient considérées, enfin les logements étaient considérés presque comme insalubres. Jean-Pierre Pont. Oui, moi je crois qu'il faut quand même mettre un peu d'optimisme dans tout ça et il faut les accompagner. La CCIP est associée à l'Union des chambres de commerce françaises à l'étranger. On est dans 70 pays, je crois, avec 111 chambres. Si on accompagne les jeunes créateurs d'entreprises, on les aidera aussi à revenir et éventuellement à créer une filiale en France. Mais moi je crois qu'il faut être optimiste en disant c'est une nécessité et il faut effectivement simplement gérer les départs et préparer les retours. Et puis juste pour terminer par rapport à cette affaire de signaux faibles qui est très intéressante, en France, dès que vous attirez l'attention sur une tendance, sur un phénomène, etc., hop, vous êtes décliniste. Ça y est. Donc, on ne peut pas regarder lucidement des problèmes pour justement tirer la sonnette d'alarme et essayer de faire ce qu'il faut pour les corriger. Non, on prend pas les choses comme ça. On prend, mais non, vous êtes décliniste, ça va très bien. C'est une forme de négation du problème. Et voilà. Et on va encore dire, encore, ça va entretenir le pessimisme. Oui, justement, si les jeunes diplômés, si les chefs d'entreprise partent, Pierre-Antoine Gailly, quelles conséquences pour l'emploi, quelles conséquences pour la croissance? Mais à court terme, si j'ai un certain cynisme, tout le monde est content. Ça améliore les chiffres du chômage pour les jeunes. Mais attention au moyen terme, et je ne suis pas un décliniste, merci de l'avoir souligné, faisons vraiment attention à ce que cela veut dire. Car ce que l'on aime, ce que l'on choisit à 25 ans, est aussi l'occasion parfois de faire souche. Et là, on est certain de ne pas revenir du tout. Alors justement, dans un instant, puisque Emmanuel Le Chypre parlait d'une université de Colombie en continent d'Amérique. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple, l'Amérique latine. On va y être dans un instant. On sera un petit peu plus au nord. On sera en Amérique centrale. On sera à Panama, justement, un pays dont on parle énormément, pays qui a l'air d'exploser en matière touristique. On va retrouver là-bas une chef d'entreprise française qui a décidé de s'installer à Panama City. Elle sera en ligne dans les décodeurs de l'écho. Restez avec nous. Donc, est-ce que la France perd ses forces vives? À tout de suite sur BFM Business, à la télé, à la radio, bien entendu, comme tous les soirs. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Demain, sur BFM Business, débat, controverse et pédagogie. De 9h à 10h, Nicolas Dose et ses experts passent au crible les grands sujets du jour. 2014 s'annonce très compliqué fiscalement. À 25 défiscalisés, vaut peut-être mieux avoir 3,5 fiscalisés. Le niveau de production industrielle est beaucoup plus bas. Tous les matins, les experts livrent leur contre-expertise des problématiques économiques et politiques. Les experts avec Nicolas Dose, demain, 9h, 10h sur BFM Business.
BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. La France perd-elle ses forces vives? Oui, nous dit-on sur Twitter. Tiberio Fernandez qui nous dit oui, elle tue, elle étouffe les entreprises et les artistes, elle met avec les banques, elle crédit les salariés à genoux, la classe moyenne au profit des plus pauvres souvent. Oui, alors bon, ça fait partie des raisons, peut-être cet environnement fiscal, réglementaire que dénonçait il y a un instant Pierre-Antoine Gay, qui représente 800 000 entreprises en Ile-de-France. C'est le patron de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui tire le signal d'alarme. De plus en plus d'expatriés français, des jeunes diplômés, des jeunes cadres. Et justement, l'une d'elles, nous sommes en ligne depuis Panama City. C'est un pays où on ne va jamais. Il paraît que c'est magnifique, justement. Il y a une Air France qui vient de s'y poser là, il y a quelques mois, justement, signe de l'intérêt que porte ce pays. Bonsoir Angélique Puig. Bonsoir. Alors, Angélique Puig, vous êtes à Panama City, vous avez 29 ans et vous avez fait vos études à Panthéon-Assas, Paris 2, en droit international. Et là-bas, vous avez créé, enfin en tout cas, vous êtes la directrice commerciale d'une société MKT qui distribue donc des montres en Amérique latine. Pourquoi êtes-vous parti de France? Comment est-ce que vous êtes retrouvé donc à Panama City, en Amérique centrale? Alors, c'est un long trajet, parce que je ne suis pas partie de France directement au Panama, mais je suis partie de France en Argentine. Et j'ai eu la chance d'avoir une opportunité professionnelle au Panama. Et puis, actuellement, le Panama est un pays qui économiquement va très très bien. Et pour cette raison principalement, j'ai quitté l'Argentine et puis je suis venue au Panama depuis maintenant mi-2011. Voilà, donc presque 3 ans au Panama. Ça fait un petit peu plus de 3 ans. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez plus envie de revenir en France? Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous installer en Amérique latine, spécialement donc en Amérique centrale? Voilà, pourquoi? Qu'est-ce qui vous dérangeait chez nous? Pas chez nous, chez vous toujours. Alors malheureusement, la France est un pays magnifique, hein. Plus on voyage, plus on s'en rend compte, ça reste pour moi l'un des plus beaux pays. Mais malheureusement, le climat social et surtout la situation économique fait qu'actuellement, pour des jeunes qui commencent sur le marché du travail, c'est bien plus facile de partir dans des pays comme le Panama, mais comme aussi la Colombie, puisque vous en parliez avant, l'Argentine aussi, mais bon, il y a des problèmes économiques plus importants qui font que ce n'est pas aussi simple. Mais le Panama, lui, est un pays qui économiquement va très très bien. Et c'est vrai que des jeunes Français comme nous, des jeunes Européens, ont la facilité de trouver des emplois avec un bon salaire et aussi une certaine facilité à construire sa vie, n'est-ce pas? Je parle de crédit immobilier, d'avoir une certaine qualité de vie économique que je ne pense pas, je pense que je ne l'aurais pas en France à 29 ans. À 29 ans. Emmanuel Le Chypre, question, remarque, réflexion. Angélique Puig qui vit au Panama actuellement. Non, mais c'est vrai qu'on voit bien que manifestement tout a l'air plus facile. Sur simplement l'environnement, alors de façon plus restreinte, sur l'environnement vraiment pro-business, est-ce que en matière de réglementation, c'est facile? Est-ce qu'en matière de fluidité du marché du travail, c'est plus souple? Est-ce qu'en matière de fiscalité, c'est plus bas? Expliquez-nous. Alors, je tiens à préciser que le Panama n'est pas un paradis fiscal, n'est-ce pas? Il est important de le préciser. C'est un pays qui, effectivement, a des avantages fiscaux. Donc, au niveau de tout ce qui est impôts, c'est favorable, bien évidemment. Au niveau de tout ce qui est réglementation, je dirais droit du travail beaucoup plus libéral. Donc, personnellement, je trouve ça beaucoup plus favorable à l'emploi. Les réglementations, je veux dire, il n'y en a pas ou peu. Est-ce que ça, c'est un pays stable politiquement? Donc, oui, c'est un pays stable politiquement. Là, nous allons bientôt élire le président, mais c'est un pays stable économiquement et politiquement, pardon. Et même au niveau de tout ce qui est, je dirais, social et insécurité, c'est pareil. Oui, c'est bon, actuellement. Oui. Angélique Puig, on est aussi avec Pierre Tapie qui a présidé l'ESSEC, qui est donc actuellement président d'honneur de la conférence des grandes écoles. Vous avez été étudiante à Panthéon-Assas. Pierre Tapie, allez-y, profitez-en. Par rapport à ce que vient de dire Angélique, il est clair que chez les jeunes qui sortent, qui ont 25-28 ans, la facilité de réaliser son métier est un critère extrêmement important. Je vois le flux de jeunes aujourd'hui qui de l'ESSEC va à Singapour, étudie à Singapour quelque temps et ensuite choisit de demeurer là ou dans certains pays qui
sont autour. Un des éléments qui motive leur choix, c'est celui de ce que les choses sont faciles. Et les choses sont faciles, c'est bien sûr trouver un logement, prendre des décisions administratives pour soi-même, etc. Mais c'est aussi, et c'est très important, faire en sorte que son petit ami ou sa petite amie vous rejoigne et trouve un emploi. C'est aussi le fait que, étant donné qu'il est facile de remercier quelqu'un sur le plan du contrat social, eh bien finalement l'emploi est beaucoup plus fluide. Et quand vous êtes dans un endroit qui sont ces pays-là dans lequel depuis 25 ans il y a eu 5% ou 6% ou 7% de croissance chaque année, eh bien on se retrouve dans un univers dans lequel le rapport même à faire des choses nouvelles a rien à voir de ce qu'il est dans notre pays, parce que l'inflation mise à part, on est dans un pays à croissance extraordinairement faible depuis maintenant une génération pratiquement, et ça marque la culture du pays. Et chez des jeunes qui ont envie d'inventer leur avenir, le fait d'être dans un endroit dans lequel de toute évidence l'invention d'un demain autre est possible est quelque chose qui leur donne une respiration extraordinaire. Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Ce que nous dit Angélique, ce que nous disent les jeunes qui font ce type d'expérience, c'est plus simple. Et puis d'autres choses, c'est lisible, c'est compréhensible, on peut anticiper. Pourquoi ? Parce que les politiques économiques sont stables, parce que dans beaucoup de pays, certes pas tous, la législation fiscale, la législation sociale sont également stables, et donc l'on peut tabler sur des horizons de 2, 3, 4, 5 ans, car à 25 ans, on ne table pas non plus à 20 ans d'échéance. Probablement, lorsqu'ils font la comparaison avec notre pays, la lecture est un peu différente. Oui, alors Angélique Puig, vous êtes à Panama City. Qu'est-ce qui vous ferait revenir maintenant en France ? Vous laissez tomber vos affaires au Panama et vous revenez en France ? Alors, premièrement, bien évidemment, des raisons familiales me feraient revenir dès demain en France, si cela était nécessaire, d'autant plus que je suis fille unique, donc ça ne facilite pas. Il y a une certaine culpabilité à être à 10 000 km de son pays. Mais après, d'un point de vue, malheureusement, qualité de vie, je vous avoue que je n'envisage absolument pas un retour en France actuellement, surtout au vu du climat social. Personnellement, c'est quelque chose qui me choque énormément quand je reviens. J'aime beaucoup revenir, mais le climat social en France ne me convient absolument pas. Vous avez utilisé le terme de... Angélique Puig, vous avez utilisé le terme de culpabilité, quoi. C'est-à-dire que vous n'assumez pas complètement le fait d'avoir déserté quelque part la France. Vous n'êtes pas une déserteuse quand même. Non, je ne suis pas une déserteuse, mais bon, je culpabilise parfois d'être loin de mes parents, n'est-ce pas, et de mes grands-parents, surtout que maintenant je suis moi-même maman depuis 3 mois. Il est vrai que, des fois, on aimerait être proche de la famille, ne pas rater les fêtes de famille, les dîners en famille, ces choses-là, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai la chance d'avoir des parents qui voyagent, donc ça facilite. Bien sûr. Mais d'un point de vue économique, comme je vous dis, et social, je n'envisage absolument pas un retour. Emmanuel Le Chypre, c'est intéressant ce qu'elle dit sur le climat social. C'est très intéressant sur le climat social qu'il faut entendre au sens large. Et moi, dans le climat social, je mets aussi, par exemple, envie d'avoir un talent qui est reconnu et des capacités de promotion qui sont un peu au mérite quelque part. Et la France, qui paradoxalement a été pendant très longtemps le pays justement où tout était possible finalement, et ben aujourd'hui la France n'est plus ce pays-là. Je vous donne juste un exemple. Si vous prenez 2 compagnies aériennes, vous prenez Air France, vous prenez Emirates. Sur des compagnies comme Emirates, par exemple, sur des A380 qui sont ultra modernes, vous avez des équipages qui sont composés de 28 personnes, de 22 nationalités. Et moi, ça m'est arrivé de rencontrer des Français qui étaient chefs de cabine sur A380 à 35 ans, après à peine 7 ans chez Emirates. Est-ce que chez Air France, il y a des gens qui sont seulement depuis 7 ans chez Air France, qui sont chefs de cabine à 35 ans sur A380 ? Voilà, c'est juste pas possible. Et donc, il y a cet aspect-là aussi, c'est que si vous bossez, si vous avez du mérite, vous avez des opportunités. Et même, parce qu'il ne faut pas penser que aux créateurs d'entreprises, et même on a l'impression que dans nos grands groupes, parfois, les jeunes diplômés ont l'impression que leur carrière sera bouchée. Bon, merci beaucoup de votre témoignage, Angélique Puig, depuis Panama City. On a été content d'être dans ce pays, un pays dans lequel on va jamais. Bonne chance pour vos affaires donc à Panama City pour MKT, distribution de montres. Dans un instant, un autre chef d'entreprise qui sera avec nous, Rafik Sbati à la tête d'Aventers, qui nous dit il est temps de reconquérir la France. Ce sera notre décodeur de 20h. À tout de suite. BFM Business, numéro 1 sur l'économie.
La météo sur BFM Business et la journée sera printanière avec beaucoup de soleil, mais en matinée on aura quand même un peu de grisaille, notamment près des côtes de la Manche ainsi que sur le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi aux abords du golfe du Lion et puis dans les plaines de l'Aquitaine avec pas mal de nuages bas, mais tout cela va se dissiper assez rapidement. Et puis en deuxième partie de journée, on aura un ciel bien dégagé sur tout le pays, vraiment un plein soleil. Seuls quelques rares cumulus peuvent peut-être s'attarder sur le sud de la Corse, mais vraiment rien de bien méchant. Et puis notez qu'on aura un peu de vent, jusqu'à 40 km/h près de la Manche ainsi qu'en Méditerranée, et du vent aussi jusqu'à 50 km/h en midi toulousain. Les minimales seront assez fraîches en matinée, on pourra avoir quelques gelées en montagne, comptez 2 à 4 degrés à l'intérieur du pays, 4 à 8 sur le littoral et en vallée de la Seine. L'après-midi, on aura entre 15 et 20 degrés. Mobilier de France, toute une gamme de sensations. Offrez-vous la qualité Mobilier de France pour 75 € par mois. Bear Grylls est un homme comme les autres. Mais tout simplement me creuser un igloo. Il aime fabriquer des cabanes avec tout ce qu'il trouve. Et voilà pour les contours du sommier. Il soigne sa déco. Ça va me servir de couverture pour la nuit. Et ne néglige jamais son petit confort. C'est un mouton de couchage. Le paradis. Man vs Wild, tous les lundis à 20h45 sur RMC Découverte. Vivez la bourse autrement. Désormais, avec Bourse Direct, vos ordres de bourse sont à moins de 1 euro. Le meilleur de la bourse en ligne, boursedirect.fr. Cher monsieur Super U, j'ai été très surpris par l'absence de la marque Good Good dans le supermarché. Or, il est important que je développe correctement mon palais et mon goût avec leurs bons petits plats bio et originaux. Ainsi, je pourrai d'ici 20 ans profiter pleinement du reste de vos rayons. Voyez ça comme un investissement. Bisous, Lucas. Goût de goût, nos enfants vont mieux manger que nous. On va revenir dans un instant donc avec nos décodeurs de l'écho sur la question ce soir, la France perd-elle ses forces vives De plus en plus d'expatriation de jeunes diplômés, de jeunes cadres supérieurs. Juste un mot de politique, toujours en rapport avec ces écoutes de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et de son avocat. C'est Jean-François Copé, le président de l'UMP, qui parle ce soir d'une affaire d'État qui s'apparente à un véritable espionnage politique. François Hollande, ce soir également, souligne qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans une affaire judiciaire. C'est une affaire qui prend de plus en plus d'ampleur, cette affaire politico-judiciaire. On y reviendra tout à l'heure, évidemment, à 20h30 avec Guillaume Paul dans son journal. Il est 20h pile. Passez une bonne soirée sur BFM Business. Ce soir à 22h30 sur BFM Business. C'est le samouraï de la Silicon Valley. L'état d'esprit de Larry, c'est si tu t'attaques à moi, attends-toi au pire. Larry Ellison a lancé le logiciel Oracle il y a une trentaine d'années. Et c'est ce qui a fait de lui le cadre le mieux payé de la dernière décennie, avec une rémunération totale de 1,84 milliard de dollars. Ampex travaille sur un projet financé par une organisation constamment à la recherche d'informations, la CIA. Le nom de code de ce projet, Oracle. La CIA a besoin d'un système permettant de stocker et de collecter d'énormes quantités d'informations provenant des opérations délicates qu'elle mène à l'étranger. Pour Ellison, c'est l'opportunité professionnelle de sa vie. IBM ne voit pas le potentiel de cette découverte, mais Ellison, si. Je me suis dit, on peut battre IBM sur leur propre terrain, parce qu'ils ne croient pas en leurs propres idées. Ellison, lui, y croit. Il demande au programmeur Bruce L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho.
La France perd-elle ses forces vives? C'est la question ce soir des décodeurs de l'écho à la télévision et à la radio sur BFM Business avec Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Pierre Tapie aussi est avec nous, l'ancien président de l'ESSEC qui est président d'honneur de la conférence des grandes écoles, nos duettistes de BFM Business, Benaouda Abdedaïm et Emmanuel Le Chypre, Jean-Pierre Pont, auteur du Tour de monde de l'emploi, et puis un autre chef d'entreprise qui est avec nous, c'est notre décodeur de 20h, c'est Rafik Smati. Bonsoir. Bonsoir Fabrice. À la tête du groupe Aventers, les cartes de vœux virtuelles, dromadaires, les cartes de vœux gratuites ou print. Ne rien faire, c'est collaborer. Agir, c'est résister. C'est votre éditorial donc sur votre blog cet après-midi, Rafik Smati. Le temps est venu de reconquérir la France. Oui, la France qui voit ses jeunes diplômés partir de plus en plus. Alors, il n'y a pas forcément encore d'hémorragie. Ces jeunes cadres, justement, c'est l'enquête de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Alors justement, que pensent les jeunes diplômés cet après-midi? Reportage à Dauphine, Jean-Baptiste Huet. La jeunesse française quitte-t-elle le navire? Régulièrement, les études, les baromètres semblent accréditer cette idée que nous perdons nos forces vives. Alors on observe une accélération des expatriations. En 20 ans, leur nombre a pratiquement doublé. Souvent, ce sont nos jeunes diplômés qui sont tentés par cette aventure. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle pour Laurent Batch, le président de l'Université Paris-Dauphine. Et c'est surtout devenu aujourd'hui une nécessité professionnelle. Partir à l'étranger pour enrichir sa trajectoire et sa compétence professionnelle, sa connaissance du monde et des vastes marchés internationaux. Mais c'est partir aussi dans les grands groupes français qui sont des groupes internationaux, multinationaux. Les cadres à très haut potentiel dans les grands groupes ont tous une grande expérience internationale ou s'ils ne l'ont pas, leur promotion dans le groupe est bridée. Partir, pourquoi pas, mais encore faut-il partir pour les bonnes raisons. Laurent Batch. Si les Français, les jeunes Français partent parce que c'est plus facile d'avoir du travail, les conditions de travail sont meilleures, les salaires également, l'intérêt du boulot est plus grand. Alors en effet, si ce choix-là est un choix par défaut, oui, c'est inquiétant. Mais c'est pas inquiétant pour la jeunesse, c'est inquiétant pour le pays et ce qui se passe chez nous. Finalement, pour beaucoup d'observateurs, la France est entre deux eaux. Beaucoup de jeunes diplômés s'expatrient pour embellir leur carrière et d'autres le font parce que le travail manque, parce que le CDD devient la norme, parce que parfois l'esprit d'entreprise et la culture de l'échec ne sont pas réunis. Mais attention à ne pas non plus noircir le tableau. Les expatriations sont beaucoup moins nombreuses en France que chez nos voisins européens, par exemple. Enfin, notre pays reste aussi particulièrement attractif. Il sait attirer les talents. Nous sommes le 3e pays du monde qui attire le plus d'étudiants étrangers. Oui, la France, elle sait quand même attirer. On y reviendra, il a raison Jean-Baptiste Huet, bien entendu. Bon, quand même, on voit cette tendance à l'expatriation en croissance de 3 à 4% par an désormais. C'est ce que pointe la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Rafik Smati, je le disais, vous signez un éditorial au vitriol. Le temps est venu de reconquérir la France. Les chiffres, tout ce dont on parle depuis maintenant presque une heure, ça ne vous étonne pas, bien sûr? Malheureusement, je crois qu'il faut avoir le courage maintenant de dire un petit peu ce que tout le monde pense tout bas. Moi, j'ai plein d'amis, j'ai plein de chefs d'entreprise qui ont déjà quitté la France. Je veux le dire. Et je ne donnerai pas leur nom, parce qu'évidemment, vous pensez bien qu'un chef d'entreprise, un entrepreneur qui quitte la France, il n'envoie pas un communiqué de presse pour le signaler. Je connais un très grand nombre d'amis. Pourquoi? Parce qu'il n'en est pas fier? Parce que c'est quelque chose signe d'échec? Mais parce que c'est un échec individuel et c'est un échec collectif. Et c'est pas quelque chose qu'on a envie de médiatiser, évidemment. Moi, je connais un très grand nombre de parents qui me disent, moi, mes enfants, je veux qu'ils aillent faire leur étude à l'étranger. Non pas parce que c'est une ouverture d'esprit et parce qu'ils vont pouvoir découvrir plein de choses, mais parce que je ne les imagine pas et ils ne s'imaginent pas en France. On est aujourd'hui dans une situation qui relève encore, parce qu'on est en train de parler de petits chiffres. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, de signaux faibles. Et c'est vrai qu'en France, nous n'avons pas cette culture des signaux faibles. Mais ces signaux faibles, mis bout à bout les uns des autres, et on en a tous les jours des signaux faibles. Et il suffit de mettre bout à bout ce que j'ai fait dans l'éditorial, que j'ai fait un certain nombre de chiffres qui n'ont rien des signaux faibles, mais mis les bout à bout. 5,5 millions de chômeurs, 1,3 million de personnes au RSA, 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, un taux de croissance qui perd 1 point tous les 10 ans, une dette qui double tous les 12 ans. Vous avez 1 million de Français au Resto du Cœur.
Vous avez, quand vous interrogez les jeunes, 34% d'entre eux envisagent de s'expatrier. Et pour couronner le tout, la classe politique est complètement discréditée. Et vous avez seuls 4% des Français, dernière étude du CEVIPOF, 4% des Français qui éprouvent du respect pour la classe politique. Je ne sais pas vous, mais moi je vois des ingrédients qui sont de nature complètement révolutionnaire. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, vous dites une seule chose, c'est qu'on est en train de gâcher quelque chose de fabuleux. La France est un pays qui a des atouts qui sont énormes, gigantesques. Je ne vais pas tous les citer ici. On peut commencer par la démographie, qui est de mon point de vue, sur le long terme, l'un des atouts les plus importants que nous avons, mais également des atouts économiques. On a un tissu de PME qui est exceptionnel, un tissu de multinationales qui sont rayonnantes. On a une agriculture qui est la deuxième du monde, etc. La liste est très longue. Et à côté de ça, vous avez un monde en mutation. Nous sommes possiblement à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle. Vous parlez régulièrement sur BFM Business de l'impression 3D, des nanotechnologies, de la robotique, de l'intelligence artificielle. On est en train de vivre une époque potentiellement fabuleuse. Et nous, Français, par lâcheté ou par je ne sais pas trop quoi, on est en train de passer à côté de ça. Et ça, c'est un gâchis que l'histoire ne nous pardonnera pas. Et on est en train de sacrifier notre jeunesse au nom de principes totalement obscurs. Et je crois qu'il est temps, tous acteurs de la société civile que nous sommes, de dire il faut reconquérir la France, parce qu'on a encore une histoire à écrire, mais il faut le faire avec de l'ambition et de la grandeur. Et comment on reconquiert la France? Rafik Smati ou Pierre-Antoine Gailly? Allez-y, Rafik Smati. Reconquérir la France, ça passe en grande partie par reconquérir sa jeunesse. Et c'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui, et ça tombe plutôt bien. Un pays qui n'est plus capable de retenir sa jeunesse, c'est un pays qui est sur la voie, pardon d'employer un terme qui est fort, mais qui est sur la voie de la décadence. On doit être en mesure de faire en sorte que notre jeunesse se projette dans cet avenir mondial radieux. Alors que notre jeunesse, ensuite, par choix et par expérience, décide d'aller faire un bout de chemin à l'international, c'est très bien. Mais je ne veux pas que la jeunesse de France décide de s'expatrier par dépit. Je veux qu'elle décide de s'expatrier pour s'enrichir. Et ça change tout. Et donc il y a un vrai sujet de fond. Mais je vais vous dire ce qui manque en France et ce qui fait que notre jeunesse est incapable de se projeter. C'est qu'en France, comme d'ailleurs du reste dans tous les pays d'Europe, et en particulier d'Europe du Sud, c'est moins le cas en Allemagne. En France, en Europe, il nous manque un but fédérateur, un but de société. On ne connaît plus véritablement quel est notre modèle de civilisation. On n'est plus conquérant. On a l'impression que l'histoire est terminée. Et ce que nous devons être capables de faire, et en particulier le rôle du pouvoir politique, et en particulier le rôle d'un chef de l'État, c'est d'être capable de remettre tout ça en perspective pour faire en sorte que notre jeunesse se dise purée, il y a une histoire à raconter, tous ensemble, collectivement, et je veux prendre ma part à cette grande aventure qui va se mener. Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce et industrie de Paris, vous entendez Rafik Smati, ça va complètement dans le sens de ce mouvement que vous initiez ce soir en disant attention, réveillons-nous. Oui, réveillons-nous. Cela dit, les mots sont parfois un peu forts par rapport à des signaux faibles. Alors, qu'est-ce que nous disent ces jeunes? Ils ont tous, au cours de leurs études, connu et vécu l'étranger. Ils savent ce que c'est que de passer quelques mois, de changer de langue, de changer d'habitude. Premier point. Ils sont donc comparateurs, comme nous ne l'avons jamais été à nos générations. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? J'aime mon pays, la France, simplement, ailleurs, c'est mieux pour commencer à bosser. C'est assez basique. Et donc le travail que nous avons à faire, tous ensemble, c'est de faire en sorte qu'ils aient non seulement le goût de leur pays, ils l'ont. L'amour de leur pays, ils l'ont. Mais simplement, sans affect. La capacité d'y travailler. On revient sur des problèmes de compétitivité de base, on revient sur des problèmes d'attractivité du pays, on revient sur des problèmes de simplification de vie, et je n'oublierai jamais le logement, qui pour des jeunes de 25 ans est aujourd'hui en France un vrai sujet. On parle là du logement intermédiaire et pas du logement social véritablement, et on sait que c'est une catégorie qui a été largement oubliée, y compris dans les projets récents de la ministre qui est en charge de ce secteur. Madame Duflot, on le rappelle. Emmanuel Le Chypre. Non, mais c'est vrai que l'approche, effectivement, de l'opportunité du monde qui change, etc., c'est vrai que c'est pas... On a du mal. Aujourd'hui, quand vous regardez les publications, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Des ouvrages sur la démondialisation, ou alors on a une vision de la mondialisation qui est quand même largement celle du XXe siècle, en gros celle des immenses bateaux qui transportent des containers, et on considère que c'est ça la mondialisation. Alors on nous parle de tarifs douaniers, on nous parle de protection, mais quand demain les processus de production seront complètement révolutionnés par les imprimantes 3D qui font que on produira là où on en a besoin et pas là où ça coûte le moins cher en main d'œuvre, etc. Voilà, on a besoin quand même d'apporter. On voit bien qu'on est très démunis et qu'on ne veut pas faire l'effort
se projeter positivement dans ce nouveau monde qui est un monde d'opportunités considérable, hein, puisque, il faut le redire, les révolutions technologiques qu'on va vivre dans les années qui viennent, il n'y en a pas eu 10 comme ça depuis le début de l'histoire de l'humanité, sur ce que ça va changer comme dans notre façon de nous déplacer, de travailler, de nous soigner, etc. C'est absolument considérable. Pierre Tapie, ancien patron de l'ESSEC et aujourd'hui fondateur de Paxter, cabinet de conseil international universitaire. Question, remarque, réflexion. Rafik Smati, chef d'entreprise avec nous ici du groupe Aventure. Ce qu'a dit Rafik Smati me semble très fondé, en particulier par rapport à la diversité de notre jeunesse. En parlant tout à l'heure, depuis le début de cette émission, de ceux qui partent et de ceux qui sont très qualifiés et qui partent, nous parlons des 10% des jeunes qui aujourd'hui se sentent bien dans la mondialisation et à partir de ça, effectivement, regardent rationnellement, comme le disait Pierre-Antoine Gailly, le choix qu'ils ont à faire à un moment précoce de leur carrière. Mais moi, je voudrais avec vous, monsieur, m'intéresser aux 90% autres. Et sur ces 90%, il y en a quand même 25% qui, quand ils rentrent dans le marché du travail, ne trouvent rien parce qu'ils font partie des décrocheurs sur lesquels le taux de chômage est de 50% aujourd'hui, alors qu'il était de l'ordre de 10 à 12% il y a 30 ans. Donc aujourd'hui, ne pas être qualifié, c'est un stigmate qui, au niveau du jeune adulte, est absolument terrible. Et puis ceux qui sont intermédiaires, ils sont en doute. Et en doute profond, en particulier parce que pendant le secondaire, ils ont été confrontés à des gens qui ne leur ont pas parlé de l'économie comme de quelque chose d'intéressant. Et je crois que nous avons culturellement, collectivement en France, notamment par le type d'enseignement sur l'économie qui est donné dans le secondaire, mais pas seulement, un rapport à l'entreprise qui est un rapport relativement mal fichu. Mal fichu, vous voyez, c'est un mot un peu vague, donc je ne sais pas bien le qualifier. Je pense qu'il est mal fichu aussi quant au rapport de l'entreprise parmi beaucoup de nos parlementaires, parce que quand vous entendez les parlementaires vous raconter et vous parler de ce qu'ils savent de l'entreprise, parfois nous sommes surpris. Il me semble qu'à cet endroit-là, faire en sorte que la jeunesse de France redécouvre que l'économie est une source d'opportunités et d'émerveillement professionnel absolument extraordinaire, ça fait partie des grandes étapes que nous avons devant nous. Rafik Smati. Oui, il y a un vrai sujet vous n'avez pas prononcé le mot, mais je pense que c'est ce dont vous faisiez allusion, il y a un vrai sujet qui tourne autour de l'apprentissage. C'est vrai qu'en France, nous avons depuis 30 ans glorifié au nom de je ne sais pas quel principe les métiers dits intellectuels, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire bien, il faut travailler dans un bureau derrière un ordinateur, et on passe à côté de tout ce qui relève du manuel, qu'on a jugé par notre système éducatif comme étant plus ou moins dégradant. Et c'est vrai que là, il y a absolument un vrai sujet. Mais pour en revenir plus généralement à la jeunesse, vous savez que pour la première fois depuis l'histoire de l'humanité récente, ou de l'Occident récent, une génération s'apprête à vivre moins bien que la génération de ses parents. Pour la première fois. On est en train de construire un monde qui, soi-disant... Selon quels critères, là, vous basez sur quoi notamment en termes de qualité de vie. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure du logement. Dans la génération, les parents de notre génération Y, comme on dit couramment, et ses grands-parents sont devenus propriétaires, somme toute, dans des conditions très favorables, et y compris avec des situations professionnelles très, très modestes. Aujourd'hui, je peux vous dire... Et moi, j'en fréquente un certain nombre dans mon entreprise. Certains d'entre eux gagnent très bien leur vie, même très bien. Ils ne s'imaginent pas propriétaires, même pas. Et ils sont encore colocataires, même pas locataires, colocataires. Parce que pour être locataire, il faut la caution de papa et maman, même quand on gagne 40 ou 50 K par mois à Paris. Vous vous rendez compte? Donc, comment voulez-vous ensuite, c'est l'une des raisons qui pousse ces jeunes à partir? Mais non, mais... Aujourd'hui, vous avez du mal à vous projeter, il n'y a aucun projet collectif, et quand vous vous interrogez sur votre propre devenir, vous avez des verrous, vous avez un boulet qui vous colle au pied, et vous êtes incapable de vous projeter à 10 ou 20 ans. Donc qu'est-ce que vous faites? Si vous avez la chance de faire partie des populations qui ont fait des études universitaires et autres, qui avaient donc un regard sur ce qui se passe à l'extérieur, vous savez que le monde est peut-être un petit peu plus facile dans notre pays, et donc vous avez envie de le tenter, et on ne peut pas le reprocher parce que c'est objectivement plus simple. Jean-Pierre Pont, auteur du Tour du monde de l'emploi. Moi, je vais revenir sur un exemple positif. Cette jeune femme qu'on a vue à Panama, elle a envie de rentrer parce qu'elle a des liens familiaux qui lui manquent. Elle a envie de rentrer, oui. J'ai l'impression. Mais comme elle a une expérience formidable au bout de quelques années en Amérique latine, aujourd'hui, on a des groupes exceptionnels mondiaux comme LVMH ou Cartier ou autres qui ont des besoins de ce genre de collaborateurs.
Sauf que cette jeune fille, si elle souhaite revenir en France, d'après ses propres arguments, c'est pour la tâche familiale et pour les dîners de famille. Oui, mais si M. Gailly, avec ses 800 000 membres... Oui, mais moi, ce que je souhaiterais, c'est que cette jeune fille me dise « Je veux revenir en France parce qu'en France, la France est un paradis pour vivre, certes, mais c'est aussi un paradis pour entreprendre. » Mais ce n'est pas ce qu'elle dit. Et aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour faire de la France un paradis pour vivre et entreprendre, malheureusement. Oui, Emmanuel Lecher, il prend. Oui, puis derrière ça, il y a d'autres... effectivement, il y a d'autres problèmes liés tout simplement à l'intégration, parce qu'on parle voilà, là on a parlé effectivement, vous l'avez souligné, des jeunes qui ont le luxe de pouvoir se permettre un choix, et il y a ceux qui n'ont pas de choix, et il y a ceux qui n'ont pas de choix, en plus, parmi justement toutes les catégories que l'on gâche, tous les enfants de banlieue, par exemple. Moi je suis sidéré, moi j'y vais souvent, je suis sidéré de voir les talents qu'on gaspille dans ces banlieues, et même à travers des domaines qu'on nous prétend soi-disant comme être des domaines intégrateurs. Regardez le sport, c'est merveilleux, le football, c'est merveilleux, mais d'où c'est merveilleux? C'est pas merveilleux du tout, le football. Vous avez, quand vous regardez, je vais peut-être choquer les gens en disant ça, mais regardez la proportion de joueurs noirs, africains, etc. qu'il y a dans les équipes sur le terrain aujourd'hui. Combien vous en retrouvez de ces gens-là à la tête de ces équipes une fois qu'ils ont fini leur carrière de joueurs? Combien vous en retrouvez qui dirigent des grands clubs? Combien vous en retrouvez qui entraînent des grands clubs? Il n'y a qu'un exemple, je crois, en Europe, c'est Pape Diouf qui a dirigé l'Olympique de Marseille, c'est tout. Et vous avez des entraîneurs, vous en avez 2-3 en France qui ont réussi. Donc après, ces gens-là, hop, une fois qu'ils sont plus joueurs, on les remet, ils retournent à rien du tout. Donc franchement, je trouve qu'on a aussi ce problème qui fait qu'il y a des jeunes qui partent parce que, encore une fois, toutes les portes sont fermées. Tout à l'heure, cette question, cette remarque de ce téléspectateur. Oui, il y avait cette remarque, absolument. Qui attirait mon attention sur le fait qu'au Canada, on n'a pas tous ces préjugés. Et voilà, on a besoin surtout de talents, qu'ils soient arabes, noirs, peu importe. Hop, on les prend. On revient dans un instant. Donc, la France perd-elle ses forces vives? On sera toujours avec Rafik Smati et puis tous nos autres décodeurs. À tout de suite sur BFM Business, à la télé, à la radio, bien sûr. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair. Ce soir à 22h sur BFM Business. Dans World Challenge, vous allez partir à la découverte de personnes et d'idées originales. Vous découvrirez comment, avec peu de moyens mais beaucoup d'enthousiasme et de savoir-faire, on parvient à améliorer la situation de sa communauté, la qualité de son environnement. Comment une bonne idée peut changer la vie durablement. Dans cet épisode de World Challenge, nous vous présentons 3 projets dans 3 pays. Après 25 ans de guerre civile, le Sri Lanka est maintenant en paix. Mais tout le monde ne profite pas de cette accalmie. Malgré un programme de raccordement au réseau, environ un tiers de la population n'a toujours pas d'électricité. Dans les campagnes et certaines parties de la capitale, Colombo, les lampes à kérosène sont la seule source de lumière et ces lampes de fortune risquent de s'enflammer à tout moment. Dans le monde, 300 000 personnes meurent chaque année de brûlures dues au kérosène. Il y a 4 ans, Anoma s'est retrouvé dans les flammes après qu'une lampe... BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Alors la France perd-elle ses forces vives, ces jeunes diplômés, ces jeunes cadres qui ont choisi l'étranger, donc spontanément. On parle bien de ceux qui sont partis volontairement, qui ne sont pas du tout envoyés dans le cadre de leur boîte pour diriger une filiale pendant 2 ans ou monter un département, je ne sais où, en Amérique centrale ou en Afrique. Mais on parle de ceux qui sont partis volontairement. Alors c'est une étude de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui montre que, il y a une progression quand même de ces expatriés de 3% ou 4%, c'est-à-dire 60 000 à 80 000 personnes supplémentaires par an. C'est pas encore l'hémorragie, Jean-Pierre Pons, c'est ce que vous disiez. Malgré tout, l'étude qui rappelle que la France attire, elle aussi, des talents. Nous sommes le 3e pays au monde en nombre d'étudiants étrangers accueillis, un facteur d'influence économique. La France, elle attire quand même. Oui, la France, elle a des atouts, Pierre-Antoine Gailly. Il faut le rappeler, on va pas être complètement pessimiste ce soir. Non, mais je crois qu'on ne l'est pas, et je crois surtout que les jeunes ne le sont pas. Et je pense qu'au-delà de l'étude qui a été faite par des vieilles personnes à peu près de mon âge, il conviendrait d'écouter sans doute beaucoup plus ceux qui ont 25 ans, l'âge de nos enfants. Ils savent
savent très bien nous dire pourquoi. Écoutons-les, faisons en sorte que les politiques les écoutent aussi, faisons en sorte que leurs difficultés au quotidien telles qu'ils les expriment soient peu à peu résolues. On en a évoqué quelques-unes ce soir, il en est d'autres. Faisons en sorte que, quand bien même ils partent à l'étranger, eh bien ce goût et cet amour qu'ils ont pour leur pays se transforment en envie de revenir, non pas seulement parce qu'on est fille unique et qu'on veut revoir ses parents, ce qui est parfaitement honorable au demeurant. C'était le cas de tout à l'heure, cette jeune chef d'entreprise. Voilà, mais également parce qu'on est convaincu qu'on peut monter un business en France, le développer à partir de la France. Tout à l'heure, quand j'entendais l'un d'entre nous dire c'est pas très grave, on peut créer sa boîte à l'étranger et ensuite avoir une filiale française, bien sûr, ça finira par développer l'économie française. Mais on peut faire plus simple. Restons simples. Simplification, c'est un mot, là aussi, qui est très bien entendu dans la génération des 20 à 30 ans. Rafik Smati, sur votre blog, vous dites le temps est venu de reconquérir la France. Ne rien faire, c'est collaborer. Agir, c'est résister. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là, au fait ? Ne serait-ce que le fait de le dire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup considèrent cet état de fait comme une fatalité. Que en gros l'histoire est arrêtée, les marges de manœuvre sont complètement anéanties et que plus rien n'est à faire si ce n'est gérer les choses à la marge. Ben moi je dis que non. On a encore une marge de manœuvre. Si on veut changer les choses, on peut le faire, à condition de le vouloir et de savoir avoir la hauteur de vue nécessaire pour ne pas paniquer et être suffisamment créatif. Qu'est-ce qui vous fait croire encore aujourd'hui en la France? Quels sont nos atouts en disant voilà, on va se réveiller enfin et on a un beau pays? C'est quoi? J'ai écrit à peu près un an un livre qui s'appelait French Paradise, qui finalement dit tout dans le titre. Je suis convaincu que la France a le potentiel pour être un paradis. Je dis bien un paradis pour vivre et entreprendre. Je me suis amusé à poser la question à pas mal de chefs d'entreprise étrangers avec qui je suis régulièrement en contact, notamment dans le secteur de l'Internet, et je leur ai posé la question suivante. Toute chose égale par ailleurs, si vous mettez de côté l'aspect fiscalité, parce que c'est systématiquement ce qu'on nous renvoie à la figure, l'aspect fiscalité et l'aspect social, dans quel pays du monde, idéalement, aimeriez-vous vivre? Dans 80% des cas, ces personnes-là me répondent la France. Mais c'est pas possible parce que le social, la fiscalité, etc., etc., etc. Nous avons un pays qui dispose d'attributs naturels, exceptionnels. Une géographie absolument bénie des dieux, un accès direct à toutes les mers, une culture rayonnante, une langue parlée partout dans le monde, un art de vivre, un goût pour les belles choses, etc. C'est pas des choses un peu convenues ce que vous nous dites, la Rafik? Fabrice. Oui. Non mais c'est un fait. Si la France est le premier pays touristique du monde, c'est pas pour des raisons de simple convenance. Si la France est aujourd'hui le premier pays touristique du monde, c'est parce que la France attire spontanément. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, une chose est de faire de la France un pays, un paradis pour vivre. Une autre chose est de faire de la France un paradis pour entreprendre. Et là, je vous l'accorde, il y a du boulot. Mais en même temps, ce sont quelques verrous. Ce sont deux mots. On parle fiscalité et on parle de social. Si vous êtes capable d'ancrer les choses dans la durée et de mettre en place des règles du jeu qui sont simples, claires et limpides pour une durée de 5 à 10 ans en disant voilà ce qu'on va faire, maintenant on ne va plus du tout changer les règles du jeu et vous, acteurs de la vie économique, entreprise, vous allez pouvoir dérouler. Et bien là, je peux vous dire que ça marchera. Pierre Tapie, donc fondateur de Paxter, cabinet de conseil international universitaire. Alors quand on regarde la France vue de l'étranger, effectivement, elle est attirante sur un certain nombre de points. Elle est attirante pour la formation qu'elle dispense à des jeunes, elle est attirante pour sa culture, elle est attirante pour ses paysages, elle est attirante aussi pour la capacité à penser des objets complexes, qui est une des choses les plus modernes qui soient et les plus nécessaires dans un temps où le développement durable va devenir une priorité absolue. On ferait deux choses simples en France, qui seraient simplement d'abolir l'impôt sur la fortune et d'abolir le principe de précaution. Rien que ça. Mais je vous assure que comme signal donné au monde entier à des Français qui sont des Français qui ont bien réussi à l'étranger et qui sont à l'âge où ils peuvent revenir en France pour aider de jeunes entrepreneurs de leurs compétences et de leurs capitaux, eh bien il y aurait une évolution considérable. Pierre-Antoine Gailly. Une raison d'y croire. Dans le même temps, malgré toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, le pays n'a jamais vu autant de création d'entreprises. Et je parle de création d'entreprises sous des formes immatriculées, c'est-à-dire que je mets de côté les auto-entrepreneurs. Ça veut bien dire qu'il y a toujours de l'énergie, ça veut bien dire qu'il y a toujours de l'envie de créer. Malheureusement pas assez, et puis surtout on a un talent particulier, c'est qu'on crée beaucoup d'entreprises et qu'on a du mal à les faire grandir derrière et qu'on a du mal à les maintenir. Un peu comme un jardinier qui planterait, sèmerait tous les ans, mais qui, faute d'eau ou faute de soleil, je ne sais pas, ou faute des deux, a du mal à faire que le fruit sorte. C'est cela. Mais tant qu'il y a cette envie de déposer des brevets, de créer des business, mon Dieu, il y a toutes les raisons d'y croire, et inverser la courbe, comme vient de l'expliquer notre grand décodeur de 20 heures, ça me paraît tout à fait possible. Nous sommes aussi, nous jouons un rôle dans cela, à travers ce que nous disons, ce que nous portons.
ce à travers quoi nous avons alerté à travers cette étude, c'est aussi une façon de dire réveillons-nous juste à temps et puis redémarrons car c'est parfaitement possible. Bon, en tout cas, vous avez les félicitations d'un chef d'entreprise qui lui a émigré en Suisse. C'est Jacques Pansard, consultant organisation formation, qui nous dit « Bravo monsieur Smati, vous avez mieux compris que ces messieurs bien installés dans le système plutocratique avec de belles rosettes à la boutonnière. » Bon, il explique pourquoi il a dû quitter la France. Alors apparemment, il a des griefs à vous faire, vous, la CCIP, vous, votre prédécesseur, peu importe, je ne sais pas, peu importe. Il n'y a pas que les jeunes qui émigrent, mais avec eux, c'est plus grave car ils sont l'avenir. Seule l'Europe pourra sauver la France, sinon d'ici 5 ans, c'est la révolution. Oui, vous dites juste, Rafik Smati, une chose qui m'a interpellé. Nous avons là tous les ingrédients qui pourraient donner lieu à un soulèvement populaire de grande ampleur et pourquoi pas même une révolution. Pourquoi alors rien de tel ne se produit? Qu'est-ce qui fait que ceux qui ont des raisons de protester ne passent pas à l'acte? Vous avez deux types. Heureusement d'ailleurs. Vous avez deux types de révolution. Vous avez la révolution type 1789 qui fait qui fait couler le sang et mène à la barbarie. C'est une possibilité que nous ne devons pas écarter. Il y a aujourd'hui des ferments qui sont puissantes, qui sont à l'œuvre. Il est en train de se passer quelque chose et l'histoire n'est pas arrêtée et quelque chose de ce type-là peut encore arriver. Mais vous avez un autre type de révolution. Qui est, on parlait tout à l'heure du monde fabuleux qui est en train de se construire avec des innovations, comme vous disiez Emmanuel tout à l'heure, dont on n'en a pas 10 comme ça dans un millénaire, j'ai envie de dire. Si on est capable de se saisir de tout ça et de renverser la table d'une certaine façon, mais pacifiquement, en tous les cas d'être créatif et de décider de faire table rase du passé en repartant sur des bases neuves, eh bien oui, on est capable de s'accaparer de cette révolution industrielle et de construire ce paradis français. Allez, on est tous optimistes quand même? Oui, Pierre-Antoine Gailly, Pierre Tapie, Jean-Pierre Pont, Rafik, Ben Aouda aussi. Oui. Bon, voilà, bon, merci à tous. Merci Rafik Smati, donc à la tête du groupe Inventors, c'est Dromadaire, c'est Uprint. Merci à Pierre-Antoine Gailly, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Pierre Tapie, ancien patron de l'ESSEC et fondateur de Paxter, cabinet de conseil international universitaire. Ben Aouda Abdedaïm, Emmanuel Le Chypre, rendez-vous demain soir sur BFM Business dans les décodeurs à 19h. Merci à Jean-Pierre Pont, donc auteur du Tour de monde de l'emploi, donc tous ces livres bien pratiques pour trouver des stages, des emplois à l'étranger. Rediffusion aux 23h30, à la télévision, à la radio sur BFM Business, sur Internet bien entendu, sur le site de BFM Business. Merci, bonne soirée, bonne nuit, à demain mercredi. BFM